C'est parti. Donc bonsoir à tous. Donc déjà, je vais rapidement me présenter. Donc je suis Thomas Planès, je suis enseignant chercheur à l'ISAE Supaéro. Je travaille sur les impacts environnementaux de l'aviation, la modélisation du système du transport aérien et plus particulièrement de sa transition. Et donc on développe des outils qui vont nous permettre d'étudier cette transition du secteur aérien. Et c'est notamment le cas du projet Aeromaps que je vais vous présenter aujourd'hui. Alors, pour commencer, pour vous introduire assez rapidement ce sujet, je vous montre une slide dans laquelle je suis sûr que la plupart d'entre vous ont déjà vu au moins une des figures qui se trouvent sur cette carte, sur cette slide-là. Donc, vous voyez, vous pouvez voir différentes roadmaps, feuilles de route de transition pour le secteur aérien, où généralement, on va regarder l'évolution des émissions de CO2 et l'effet de différents leviers de décarbonation, comme par exemple l'utilisation de carburants alternatifs ou le renouvellement des flottes d'avions en introduisant de nouvelles architectures plus efficaces. Et donc, c'est proposé par différents types d'acteurs, que ce soit à des niveaux globaux, donc à l'échelle du monde, que ce soit à des échelles plutôt régionales, comme l'Union européenne, voire même la France. Et c'est proposé par différents types d'acteurs, qu'ils soient institutionnels, industriels, associatifs ou même académiques. Et donc, la question qui se pose quand on voit toutes ces feuilles de route de transition, c'est comment on peut les étudier, comment on peut les reproduire, comment on peut en construire de nouvelles, et comment on peut aller plus loin que la simple analyse de l'évolution des émissions de CO2 de ces différents scénarios. C'est donc dans ce cadre-là qu'on a développé le projet Aeromaps. Donc le but du projet, c'est d'explorer la question centrale, quel futur pour l'aviation? Quel futur avec un S? Et donc le but, c'est d'adopter une approche qui va être multidisciplinaire. Donc bien sûr les aspects ingénierie, donc l'étude des différents leviers d'action pour décarboner le secteur et pour réduire ses impacts environnementaux au sens large. Des aspects environnementaux, pour pouvoir modéliser des impacts climatiques, des impacts environnementaux autres, sur la biodiversité, sur les ressources par exemple. Des applications aussi plutôt économiques. Cette transition, elle va certainement avoir un coût. Il faut être capable de chiffrer ça. Et puis d'autres aspects aussi qui peuvent traiter de la sociologie sur les usages de l'aviation ou sur l'aspect régulation pour modéliser des réglementations, par exemple, telles que Corsia ou EUTS. Donc ça, c'est vraiment le cadre dans lequel on se place. Donc sur ce projet-là, c'est un projet qui est usage super-héros, mais on collabore avec certains acteurs sur certaines parties spécifiques. Donc de façon plus générale, on se place dans le cadre de l'Institute for Sustainable Aviation, qui est un institut à l'échelle toulousaine entre huit différents acteurs. Donc quatre instituts qui viennent plutôt des sciences humaines et sociales et quatre instituts qui viennent plutôt des sciences dures. On collabore sur les parties climat avec le CERFAX, par exemple. On travaille sur les parties résolution algorithmique avec l'IRT plutôt. On travaille aussi avec TU Delft sur d'autres aspects. Puis on a aussi des partenaires industriels pour travailler sur les interfaces graphiques de nos outils ou certains modèles aussi qu'on développe en partenariat. Donc le positionnement du projet, il est académique, donc on publie sur le sujet, on met nos codes en open source, et c'est les deux piliers fondamentaux de nos activités. Et les modules qu'on va aussi développer, enfin les outils qu'on essaie de développer, on essaie aussi d'avoir des choses de modulaires qui permet d'être utilisé pour tout ou partie par différents types d'acteurs. Et pour terminer, on va développer beaucoup d'outils dans le cadre de ce projet. Et ces outils, on essaie de les penser pour différents types d'utilisateurs. Bien sûr, pour les applications de recherche, c'est notre application principale. Pour les activités d'enseignement aussi, pour former nos étudiants. Et puis pour terminer, on a aussi vocation à développer des outils plutôt sur des publics type industriels ou institutionnels pour pouvoir faciliter par exemple derrière tout ce qu'on va appeler aide de prise de décision par exemple. Et donc concrètement, ce qu'on a aujourd'hui derrière Aeromaps principalement, c'est deux outils qui ont été formés. Donc l'outil principal, Aeromaps. Donc c'est un simulateur de scénario de transition. Donc l'idée à terme, ça va être d'essayer de reproduire une sorte de modèle d'évaluation intégré du secteur aérien. Donc, ce qu'on appelle un modèle d'évaluation intégré, généralement, c'est un modèle où on va coupler la société avec l'environnement. Donc souvent, c'est fait à partir de l'économie et de l'aspect climatique. Donc on veut essayer de reproduire cette méthode-là, mais dans le cadre de l'aviation. Donc on a aujourd'hui un outil open source qui est disponible sur GitHub, qui permet de faire ces analyses. Et on a aussi différentes interfaces utilisateurs qui vont nous permettre de toucher différents publics. Donc dans nos usages quotidiens sur la partie recherche et aussi un petit peu enseignement, on utilise ce qu'on appelle des Jupyter Notebook. Mais quand on va parler à des décideurs, on a typiquement ce genre d'interface que vous pouvez voir ici, qui a été développé en partenariat avec Sopra Steria. Et puis, globalement, pour développer nos outils, en plus de toutes les modélisations qu'on met en place,
on essaie de s'appuyer sur des outils existants qui sont aussi disponibles en open source. Donc, typiquement, pour la modélisation, pour le lien entre les différents modèles qu'on a, on utilise GMCO qui permet de faire de l'optimisation aussi. Et puis, on développe aussi des packages spécifiques. Typiquement, dans le cadre de travaux qui ont été menés à l'ISAE Super-Héros, on a développé un package qui s'appelle LCA Modeler, qui permet justement de coupler différents outils d'analyse de cycle de vie et de pouvoir les réutiliser dans des projets comme Aeromaps. Donc ça, c'est l'outil principal. Je vais y revenir en détail dans la suite de ma présentation. Et pour information, une des grosses limites qu'on avait initialement avec Aeromaps, c'est qu'on considérait uniquement des scénarios au niveau monde. Et un des intérêts, ça peut être d'essayer de regarder des scénarios à des échelles plutôt régionales. Et pour ça, on avait besoin de données open source dans le cadre de ce projet pour pouvoir essayer d'avoir des émissions, des données de trafic à des niveaux plutôt locaux. Et donc, on a développé avec une méthodologie dédiée que je vous expliquerai rapidement tout à l'heure, une base de données qui regroupe ces données de vol et ces données d'émission, et qu'on peut explorer aussi à travers le développement d'une interface graphique que vous pouvez voir ici sur la droite. Donc, voici ce que je vais vous présenter aujourd'hui. Donc, je vais rapidement vous présenter ce qu'il y a derrière Aeromaps, ce qu'il y a dans le cœur de la machine. Puis ensuite, je vais vous présenter différentes applications qu'on est capable de faire en prenant un fil rouge, un papier qu'on a récemment publié. Puis je vais vous parler globalement de ce qu'on est en train de réaliser actuellement dans nos travaux de recherche et ce qu'on envisage pour la suite. Donc si je commence par la première partie sur Aeromaps, donc je vais vous faire un schéma, je vais vous faire apparaître petit à petit qui vous représente très schématiquement ce qu'est Aeromaps aujourd'hui. Donc globalement, ce qu'on cherche à modéliser, c'est un système du transport aérien au sein de la société. Donc ce système du transport aérien, on le représente avec trois piliers principaux. Ces trois piliers sont un trafic de passagers et de fret, une flotte d'avions qu'on va opérer, qui va inclure par exemple des modèles de renouvellement de flotte, et puis de l'énergie pour alimenter cette flotte d'avions. Cette énergie, elle est de différents types et j'y reviendrai tout à l'heure. Une fois qu'on est capable d'avoir une image du système du transport aérien actuel et futur, ce qu'on va chercher à faire, c'est évaluer ses impacts. Ces impacts qui peuvent être de différents types. On peut avoir bien sûr des impacts environnementaux. C'est initialement là où on avait mis la majorité de nos développements. Donc on a différents types d'impacts environnementaux qui sont considérés. On a de façon générale des méthodologies qui nous permettent d'analyser différents types d'impacts environnementaux. Et on a plus particulièrement des analyses plus poussées sur les aspects climatiques, puisque j'y reviendrai très rapidement tout à l'heure. L'aviation a la spécificité d'avoir à la fois, en plus de ses émissions de CO2, des effets non CO2 qui sont significatifs sur le climat. On a aussi développé plus récemment des modèles de coûts qui vont pouvoir nous permettre d'estimer des direct operating costs ou des coûts d'abattement. Et puis la particularité du framework, c'est aussi que derrière, on va réaliser des analyses de durabilité, par exemple, et notamment environnementale, où on va comparer les impacts de scénarios donnés pour le transport aérien avec différents objectifs. Ça peut être se comparer à des objectifs de température de l'accord de Paris sur le climat. Ça peut être se comparer à des disponibilités de ressources énergétiques, par exemple. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut faire avec des modules dédiés. Et puis, plus globalement, on a aussi des petits modules supplémentaires qui s'ajoutent. Donc, on a la possibilité de régionaliser les analyses avec Aéroscope, l'autre outil que je vous présentais précédemment. On a aussi la possibilité de mettre une élasticité entre l'évolution du coût de voler, donc notamment par exemple quand on utilise des carburants alternatifs plus chers, ça peut augmenter derrière les coûts d'opération directe et derrière le prix du billet. Donc ça va avoir un impact sur la demande. Et puis pour terminer, on a aussi récemment développé des capacités d'optimisation. Et donc je vous montrerai une application tout à l'heure qui nous permet d'optimiser des scénarios en prenant en considération différents objectifs, différentes contraintes et différentes variables d'optimisation. Donc, ce que je vais faire dans la suite, c'est que je vais vous focaliser sur quelques modèles pour que vous sachiez un petit peu ce qu'on fait dans ces différents modèles-là. Donc, la première partie, c'est tout ce qui concerne le renouvellement de flotte. Donc, aujourd'hui, notre point d'entrée quand on utilise Aeromap, c'est plutôt des données qu'on va récupérer soit de fournisseurs d'avions, soit de compagnies aériennes, soit directement de projets de recherche sur la partie Overall Aircraft Design, donc d'avions qu'on aura nous-mêmes dimensionnés avec des outils dédiés. Donc ça va nous permettre de rentrer des hypothèses sur, par exemple, l'évolution de la consommation de flotte, de la consommation de carburant, pardon, de votre avion, d'avoir des hypothèses sur son coût, sur sa productivité, donc le nombre d'ASK que votre avion produit chaque année, sur des coûts récurrents, des choses comme ça. Donc ça, on va le faire pour différents types d'avions, pour différents marchés. Et puis derrière, on va utiliser des modèles de renouvellement de flotte, qui vont pouvoir nous permettre d'avoir des taux de renouvellement, des parts de marché garnies par certains types d'avions, et qui nous permettent d'avoir très schématiquement ce genre de courbe que vous avez ici. Vous pouvez voir au cours du temps l'évolution de la composition de votre flotte avec différents types d'avions qu'on va intégrer au fur et à mesure.
Et puis avec ces modèles de renouvellement de flotte, on est ensuite capable d'évaluer des métriques à l'échelle de la flotte, en ayant par exemple des consommations moyennes d'énergie à l'échelle de la flotte, des émissions unitaires à l'échelle de la flotte, des coûts à l'échelle de la flotte. Et derrière, ça va nous permettre de faire des analyses plus poussées sur la partie énergie. Et donc, ça me permet de faire la transition. Pour la partie énergie, ce qu'on modélise actuellement, c'est différents types de carburants qu'on va pouvoir utiliser dans l'aviation. Donc, globalement, à ce jour, on modélise en plus du kérosène des biocarburants via différents couples ressources et méthodes de production. Pareil pour la partie hydrogène. Et on modélise aussi ce qu'on appelle les e-fuels ou les PTL. C'est des carburants qu'on produit à partir d'hydrogène et de CO2 captés, si possible dans l'air. On peut aussi développer des méthodes plutôt en sortie d'usine, mais on n'a pas encore développé des modèles spécifiques pour ces filières-là. Bon, donc pour chacun de ces carburants, en fait, on va avoir des caractéristiques principales. La quantité de ressources qu'il va utiliser, ça peut être de l'électricité, ça peut être de la biomasse. Des caractéristiques en termes de facteurs d'émission, en termes d'émissions de non CO2. Ça peut aussi être des caractéristiques plutôt en termes de coût. Ensuite, on va aussi avoir plutôt des données qu'on va appeler plutôt exogènes, qui vont plutôt correspondre à, par exemple, la façon dont on produit notre électricité. Et donc ça va avoir des effets typiquement sur les carburants qu'on produit à partir d'électricité, comme les e-fuels, par exemple. Et puis, pour chacun de ces carburants, ensuite, on va être capable de pouvoir modéliser des mandats d'incorporation, des rythmes de déploiement pour ces différents carburants à l'échelle de la flotte. Donc, on a un futur challenge qui nous attend, mais ça, j'y reviendrai plus tard. C'est que là, on est en train de développer des entrées énergie que l'utilisateur va pouvoir rentrer à la main. Nous, généralement, on les utilise directement à partir de données issues de la littérature. Mais on a un challenge qui est fait par rapport à la compatibilité entre ces données-là et celles qui sont plutôt données à partir de ce qu'on appelle des données d'analyse de cycle de vie. On va avoir des informations globales sur la quantité d'énergie qui a été nécessaire pour produire le carburant, sur les émissions qu'il va générer, etc. Et donc, une fois qu'on est capable de représenter un carburant et ensuite l'assemblage des différents carburants au sein de la flotte, on va pouvoir avoir de la même façon que précédemment pour les données de consommation énergétique pour la flotte, des données globales pour la flotte, pour la partie émission derrière. Donc, on va être capable de calculer des facteurs d'émission de CO2 moyens pour les différents carburants, des consommations de ressources moyennes, des investissements, ou comparer les prix des différents carburants. Typiquement, c'est ce que vous pouvez voir sur la figure ici à droite. Si on a différents carburants représentatifs, donc du kérosène, différents biocarburants, de l'hydrogène et des e-fuels, et on a pu à partir de ces modèles-là faire une estimation de leur coût en décomposant avec les différents éléments qui vont influencer sur le coût du carburant. Puis de la même façon, ce que vous pouvez voir sur la courbe de gauche, c'est l'évolution des émissions de CO2 unitaires. Donc combien de CO2 vous émettez pour 1 mégajoule d'énergie utilisée dans votre avion pour les différents carburants. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que certains carburants, donc notamment ceux à partir d'électricité, en fait, tant que vous avez des mix électriques qui sont encore assez haut carbone, ils sont moins intéressants à utiliser que le kérosène fossile. Donc c'est assez paradoxal. Si aujourd'hui vous utilisez de l'hydrogène dans un avion, admettons on a un avion à hydrogène qui est disponible aujourd'hui, on va utiliser de l'hydrogène qui est produit avec des méthodes de production actuelles, on va se retrouver avec des émissions au final qui vont être plus grandes que si vous aviez utilisé un avion à kérosène fossile. Donc voilà globalement ce qu'on fait pour modéliser les différents leviers d'Aeromaps. Et puis ensuite, je vais vous montrer deux slides sur ce qu'on est capable de faire pour modéliser les impacts, et donc notamment la partie environnement aujourd'hui. Donc la première partie, c'est la partie plutôt liée à l'estimation de l'impact climatique. Donc l'idée, en fait, c'est on a un scénario pour l'aviation, et typiquement, on a des émissions. Et ce qu'on veut retrouver à la fin, c'est une augmentation de température à l'échelle planétaire qui est générée par notre scénario de transition. Donc pour ça, on a développé deux approches différentes. Donc la première, c'était une approche assez simplifiée qui se basait sur l'utilisation de mini-modèles climatiques à partir de métriques spécifiques. Donc globalement, ce qu'on fait, c'est qu'on a des émissions de CO2 et des émissions de non CO2. Les émissions de non CO2, on est capable de les convertir derrière en forçage radiatif. Donc le forçage radiatif, c'est une mesure, c'est une grandeur physique qui va pouvoir nous permettre derrière de pouvoir faire des estimations d'impact climatique directement. Et ce forçage radiatif-là, à partir de certaines métriques spécifiques, on est capable de le transformer en émissions équivalentes, ce qui derrière nous permet de reconstruire directement des profils de température. Donc ça, c'était la première méthode. Et puis plus récemment, on s'est couplé à un petit modèle climatique qui s'appelle FAIR, qui est par exemple utilisé par le groupe 3 dans les différents rapports du GIEC. Et dans ce modèle climatique-là, on va directement rentrer nos émissions ou des forçages, ça dépend des espèces chimiques.
Et on a directement ensuite un cycle du carbone qui est intégré dans ces modèles-là. Et ça nous permet de reconstruire des températures. Donc pour information, on a validé ces différents modèles en se comparant à des données existantes, donc notamment par exemple des modèles qui ont été développés ou par les Anglais ou par le DLR en Allemagne, qui sont plutôt des modèles de référence sur les modélisations climatiques pour l'aviation. Et puis on a aussi testé nos modèles à partir de différents cas d'études assez significatifs qui permettent de tester un peu les limites des modèles. Typiquement, qu'est-ce qui se passe quand je stabilise les émissions? Qu'est-ce qui se passe quand je stoppe directement mes émissions? Ça nous permet aussi de valider nos modèles. Donc ça, c'est pour la partie climatique. Ensuite, plus largement, on a aussi des méthodes qui nous permettent d'évaluer les impacts environnementaux au sens large. Donc pour ça, on s'appuie sur des méthodes qu'on appelle d'analyse de cycle de vie et d'analyse de cycle de vie prospective. Ça, je vais vous montrer ça dans la slide que vous avez devant les yeux. L'idée, c'est pas de prendre en compte uniquement les impacts actuels, mais c'est aussi de regarder ce qui se passerait dans un monde en 2050 où on a l'électricité qui n'est pas produite de la même façon, où on a de l'hydrogène qui n'est pas produit de la même façon, par exemple. Donc, pour information, on a développé un package spécifique qui permet de réaliser tous ces types d'analyses. Et ces analyses-là, en fait, elles peuvent être disponibles à la fois dans des applications comme Aeromaps, dans lesquelles on regarde le secteur du transport aérien dans son ensemble, mais on peut aussi les appliquer, par exemple, à l'échelle d'une architecture avion. Si par exemple on fait un code de dimensionnement d'une nouvelle architecture avion plus efficace, on peut directement l'utiliser. Donc, globalement, pour la méthode, pour que vous compreniez ce qui se cache derrière toutes ces analyses-là, donc la première chose qu'on fait généralement quand on a une analyse de cycle de vie, c'est qu'on a besoin de bases de données. En fait, on a besoin de données sur les procédés qu'on appelle background, qui vont être utilisés pour notre secteur. Donc typiquement, nous, si on produit de l'énergie, on va utiliser des panneaux solaires, on va utiliser de l'acier pour la production de notre avion, typiquement. Et donc la plupart du temps, pour ces différents procédés-là, ce qu'on utilise, c'est des bases de données, comme EcoInvent par exemple, qui sont des bases de données qui vont récapituler un ensemble de procédés avec tous les inventaires associés, c'est-à-dire toutes les consommations de ressources et les émissions qui sont associées à la production, par exemple, d'un panneau solaire ou d'un kilowattheure d'électricité produit à partir de panneaux solaires, ou la production d'une tonne d'acier, par exemple. Ce qu'on a fait, le problème ensuite, c'est que si on veut, comme je vous disais, regarder ce qui va se passer quand l'électricité sera bas carbone dans quelques années, par exemple, c'est qu'on veut projeter ces bases de données pour différentes années. Et donc pour ça, ce qu'on fait, c'est qu'on utilise un outil qui s'appelle Premis, qui a été développé en Suisse, qui permet de projeter les bases de données d'EcoInvent pour différentes années et pour différents scénarios. Et donc pour ça, on utilise un outil qui s'appelle Premis, comme je vous disais, qui va manger la base de données EcoInvent et qui va aussi manger des scénarios qui sont issus de modèles d'évaluation intégrés, qui vont donc être différents scénarios qui vont être plus ou moins ambitieux au niveau de la décarbonation, par exemple. Donc une fois qu'on dispose de ces différentes bases de données pour tout ce qui ne concerne pas l'aviation, d'une certaine façon, on va pouvoir coupler ça à nos données issues d'Aeromaps, donc par exemple le nombre d'avions qu'on produit chaque année ou la quantité d'énergie qu'on produit chaque année. Et on va pouvoir faire une évaluation des impacts environnementaux associés à ces différentes émissions. Donc pour ça, on utilise des outils aussi d'analyse de cycle de vie open source dédiés. Et ça nous permet derrière d'obtenir directement des impacts. Donc j'aurai l'occasion dans la suite de vous présenter différents types d'impacts qu'on peut concrètement évaluer avec ces types de méthodologies. Et pour terminer, avant de passer à la partie application, juste un point sur la partie aéroscope. Donc c'est l'outil qui nous permet justement de pouvoir partitionner, régionaliser les analyses. Ce qui est intéressant, c'est plutôt la méthodologie qu'on a mis en place, qu'on a développée pour cette application. Donc globalement, en fait, le problème qu'on a aujourd'hui, c'est qu'on a quelques bases de données qui existent, qui sont open source, qui vont nous donner des données de vol. Et globalement, nous, ce qu'on cherche, c'est plutôt d'avoir des données au niveau route pour pouvoir ensuite les agréger ensemble et pouvoir connaître les émissions au niveau d'un pays ou d'une région du monde. Donc on a quelques bases de données qui existent avec ces datas-là. Donc par exemple, BTS au niveau américain ou Eurocontrol au niveau européen. Le problème, c'est qu'on manque de certaines données. On manque par exemple toutes les données domestiques en Asie. Donc ça, c'est quand même un problème puisque c'est quand même aussi une part du trafic significatif actuellement. Et donc on a dû créer une méthodologie pour pouvoir générer des données pour ces endroits-là. Donc ce qu'on a fait en fait, c'est qu'on a utilisé directement en fait sur Wikipédia des données de route. En fait, si vous allez sur la page Wikipédia de chaque aéroport, vous allez pouvoir trouver les routes qui sont desservies et les compagnies associées. Et donc en fait, une fois qu'on connaît la liste de ces différentes routes à travers le monde, si jamais on a une information sur cette route dans notre base de données, donc si elle est aussi disponible dans la base de données open source qu'on avait générée en amont, on va pouvoir entraîner un modèle à partir de données socio-économiques. Ça peut être par exemple
le PIB, ça peut être est-ce que le pays est grand ou pas, est-ce que ça peut être est-ce que le pays est une île ou pas. Ça peut être aussi des données plutôt sociologiques ou sur le tourisme, par exemple. Donc ça va nous permettre d'entraîner un modèle. Et puis ensuite, ce modèle-là, on peut le réutiliser pour les données, pour les routes pour lesquelles on n'avait pas de données. Et donc ensuite, si on compile ces deux datasets-là, on arrive à recréer un dataset de trafic. Et ensuite, en utilisant des modèles de performance, on est capable de recréer un dataset de consommation de carburant et donc d'émissions de CO2. Et donc ça, c'est ce qui a été développé par un doctorat en partenariat avec TU Delft pour justement reconstruire cette base de données de route et cette base de données régionale notamment. Et globalement, on a réussi à la valider au niveau pays de façon relativement bonne, même pour les endroits où on n'avait pas de données. Par exemple, au niveau de la Chine, pour laquelle on n'avait pas de données sur le trafic domestique, on arrivait à avoir des erreurs qui étaient inférieures à 5% sur les émissions, par exemple. Donc c'était quelque chose de relativement satisfaisant. Donc ce que je vous propose maintenant, là c'était la partie un petit peu technique, la partie peut-être la plus lourde. Mais ce que je vais essayer de faire maintenant, c'est de vous présenter des choses qu'on peut faire concrètement avec Aeromaps. Donc là, vous avez une slide qui vous présente globalement les types d'analyses qu'on est capable de faire avec l'outil. Donc la première chose, bien évidemment, c'est qu'on est capable de faire des simulations très basiques de scénarios. En gros, c'était le premier but de l'outil initialement quand on l'a développé, c'était de reproduire toutes les feuilles de route que je vous ai montrées sur la première page. Ça, c'est les analyses, on va dire, les plus basiques. Maintenant, on est capable d'aller plus loin, on est capable d'aller regarder des consommations d'énergie, on est capable aussi de se comparer à des objectifs environnementaux. On a aussi des analyses de coûts qui sont disponibles maintenant, comme vous pouvez voir ici. Les analyses d'impact environnementaux, de façon plus générale. Ça, je vous montrerai concrètement des applications dans la suite. Des analyses climatiques, pareil, je vous montrerai des résultats. Et puis des optimisations de scénarios. Donc ça, c'est la gamme des applications qu'on est capable de faire aujourd'hui avec l'outil. Et donc, ce que je vais faire dans la suite de la présentation, c'est que je vais reprendre un cas d'un papier qu'on a publié récemment, dans le cadre d'une conférence à Toulouse, dans laquelle on essayait de démontrer les capacités de l'outil pour reproduire des scénarios et son intérêt pour pouvoir aller plus loin dans les analyses de scénarios. Donc, ce qu'on a pris comme exemple, c'est des scénarios que peut-être certains d'entre vous connaissent, qui ont été proposés par l'ICAO dans le cadre de son rapport LTAG, pour Long Term Aspirational Goal pour l'aviation. Donc, dans ce scénario-là, en fait, les auteurs, ils ont considéré différents scénarios. Donc, un scénario baseline dans lequel on ne mettait pas en place de nouvelles technologies avions. C'est juste un renouvellement de flotte avec les architectures qu'on a à notre disposition aujourd'hui. Et puis ensuite, trois scénarios technologiques plus ou moins ambitieux. Donc, un scénario nominal dans lequel on a, on va dire, les attentes de 2021 au niveau technologique. Ensuite, un scénario IS-3 beaucoup plus ambitieux. On va pousser la technologie au maximum. Et puis un scénario IS-2 intermédiaire. Donc, ce qu'on a cherché à faire dans notre papier, c'était de reproduire ces différents scénarios. Donc, c'était la première étape. Pour ça, on a utilisé directement Aeromaps et on a aussi dû utiliser Aeroscope parce qu'en fait, la particularité de ce rapport, c'est qu'on considère uniquement les vols internationaux, puisqu'on considère que la partie domestique est du rôle des États directement, dans le cadre de l'accord de Paris, par exemple. Et puis, on a validé ces scénarios qu'on a reproduits. Pour les valider, on a utilisé différentes métriques. Je ne vais pas rentrer dans le détail aujourd'hui, mais on a comparé les émissions de CO2 des différents scénarios, on a comparé les consommations d'énergie, on a comparé les coûts, que ce soit les coûts les coûts d'utilisation enfin, les dépenses énergétiques des avions, mais aussi les coûts qui sont liés directement à l'énergie de façon intrinsèque, en comparant par exemple les coûts des biofuels, les coûts de l'hydrogène ou les coûts des e-fuels dans les différents scénarios. Donc ça, globalement, c'est ce qu'on a fait. Ce que je vais vous présenter dans la suite, c'est les analyses plus détaillées qu'on a pu faire sur ces différents scénarios. Donc la première chose que vais vous présenter, c'est toute la partie plutôt environnementale, on va dire. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on utilise une méthode qui s'appelle Recipe, qui est assez connue en analyse de cycle de vie, qui inclut à peu près une grosse quinzaine d'indicateurs. Et cette méthode-là, on l'a adaptée pour intégrer les effets non CO2 de l'aviation. En effet, la particularité généralement qu'on a avec les méthodes d'analyse de cycle de vie, c'est qu'on considère uniquement des émissions au sol. Et dans le cas de l'aviation, c'est pas trop le cas. On les met majoritairement en altitude. Et donc, il faut adapter les méthodes pour mieux prendre en compte ces effets-là et donc notamment tous les effets non CO2 de l'aviation. Et puis voilà les types de résultats qu'on peut obtenir. Donc là, je vous ai représenté pour le scénario IS2, donc c'est le scénario que je vais vous présenter tout au long de ma présentation. Les résultats sur trois indicateurs différents. Donc à gauche, c'est l'indicateur utilisation des terres.
Au milieu, c'est la consommation de ressources minérales et métalliques. Et à droite, c'est le changement climatique. Donc, vous pouvez voir l'évolution des indicateurs au fil des ans. Donc, ce qui est intéressant à voir, c'est que globalement, la plupart des impacts, ils sont dus à la production du carburant et à la combustion du carburant. Ça, c'est quelque chose de très commun qu'on retrouve dans l'aviation. Dès qu'on fait des analyses de cycle de vie, c'est les deux impacts majoritaires. Si vous allez regarder par exemple des véhicules électriques pour la voiture, ça va pas forcément être le cas. Vous allez avoir une part production qui peut par exemple être plus importante. Dans le cas de l'aviation commerciale, on est plutôt sur des ordres de grandeur écrasants pour la partie combustion du carburant et production du carburant. Ensuite, ce qu'on peut voir aussi, c'est que certains indicateurs vont être fortement impactés et vont fortement augmenter dans les prochaines décennies quand on met en place ces scénarios. C'est par exemple le cas de l'utilisation des terres. Et ça provient notamment de la partie production du carburant, donc à la fois les biofuels, donc notamment si on va utiliser des biofuels avec l'utilisation de terres dédiées, donc des cultures dédiées. Et puis aussi la partie e-fuel, parce que vous allez par exemple, dans ce cas-là, on avait fait un scénario où on considérait en partie de l'électricité solaire, je crois, dans ce scénario-là. Et du coup, ça demande des surfaces qui sont assez importantes. Et puis pour terminer, vous avez aussi des résultats pour le CO2, pour le changement climatique, pardon, sur la droite. Et ce que vous pouvez voir, c'est que la partie grise non assurée, donc c'est les impacts qui sont liés à la combustion du CO2, ils diminuent globalement. Ça vient du fait que vous utilisez d'autres types de carburants, des biocarburants et des e-fuels, et eux, sur l'ensemble de leur cycle de vie, ils ont des émissions qui sont moins importantes. Par contre, vous pouvez voir que la partie non CO2, dans le cadre de ces scénarios sur lesquels on n'a pas spécifiquement travaillé sur le non CO2, elle continue à augmenter. Et donc, ce qu'on a voulu faire dans la suite, ce que je vais vous présenter sur la partie droite, c'est aller plus loin sur la partie climat. Parce qu'en fait, ce qu'on fait en analyse de cycle de vie, c'est relativement simplifié. Et quand on veut aller plus loin, ce qu'on fait, c'est qu'on essaie d'utiliser des modèles climatiques. Donc, c'est ce que vous avez sur la droite. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a utilisé le modèle qui s'appelle FAIR, que je vous ai présenté tout à l'heure. On a intégré ensuite des données médianes de papier de la littérature scientifique pour prendre en compte l'impact des différents effets sur le climat et l'impact des carburants alternatifs sur les contrails aussi, qui peuvent être assez importants. Et donc, on peut se retrouver avec ce type de résultats. Donc là, vous avez directement les résultats pour tous les scénarios, où vous voyez au fil du temps l'évolution de de l'augmentation de température due à vos différents scénarios. Et puis, vous avez deux familles de résultats qui vous sont proposés. Ce que vous avez en très plein, c'est la contribution totale. Et ce que vous avez en pointillé, c'est uniquement la contribution due aux émissions de CO2 du secteur. Donc, ce qu'on peut voir, c'est par exemple, si vous prenez le scénario 3 le plus ambitieux, globalement, on arrive presque à neutralité carbone à la fin du scénario. Donc, on se retrouve finalement à avoir quasiment une stabilisation de la température due aux émissions de CO2. Par contre, on continue à avoir un envol des émissions de non CO2. Et donc ça pose la question de déployer des stratégies spécifiques. Donc il y a deux stratégies globalement pour jouer sur le non CO2. Et c'est majoritairement pour jouer sur les traînées de condensation. La première, c'est changer de carburant. Ça peut avoir un effet. Et donc d'ailleurs, cet effet-là, il est modélisé. C'est pour ça que vous avez des différences entre les différents scénarios, qui ne sont pas uniquement dues aux émissions de CO2. Et puis la deuxième solution, mais qui n'a pas été considérée dans le cadre de ces travaux-là, c'est de faire de l'évitement de traînées de condensation, par exemple par changement d'altitude. Puisqu'en fait, on a un petit nombre de vols qui est responsable de la majorité des traînées de condensation, et qu'on se retrouve aussi avec des zones dans lesquelles les traînées de condensation peuvent persister, qui sont les traînées de condensation qui vont avoir le plus gros impact, qui sont en fait relativement fines au niveau de l'atmosphère, et donc on pourrait potentiellement les éviter. Donc ça, c'était sur la partie indicateurs spécifiques environnementaux. Ce qu'on peut faire ensuite, c'est regrouper ces indicateurs en indicateurs plus macro. Donc comme je vous disais, il y avait une quinzaine d'indicateurs dans cette méthode-là. Et en fait, on peut généralement les regrouper en trois catégories principales. Ces trois catégories, c'est qualité des écosystèmes, c'est santé humaine et c'est consommation de ressources naturelles. Donc ce que vous avez sur le bas ici, c'est la figure qui récapitule tous les résultats qu'on a eus. Donc vous avez tous les scénarios qui sont normalisés par rapport au scénario initial, celui dans lequel on fait que du renouvellement de flotte. Et vous avez la contribution ensuite, donc pour chacun des scénarios, des différents impacts environnementaux. Donc vous pouvez voir par exemple ici en orange, changement climatique. Et typiquement, ce que je vous ai encadré ici en orange, en noir, pardon, c'est par rapport à la courbe précédente où vous aviez changement climatique. Donc là, on regarde les résultats pour 2050. Donc c'est la petite croix que vous avez ici, qu'on vient représenter ici. Pareil, quand on regarde cette fois-ci land use et consommation de ressources matérielles que je vous ai présentées précédemment, on les retrouve ici pour la partie land use et ici pour la partie consommation de ressources matérielles. Donc plusieurs résultats intéressants. Le premier, c'est que globalement, les différents scénarios de transition
Donc le fait de mettre en place des scénarios qui permettent de décarboner, permettent de réduire les impacts environnementaux. Donc pas uniquement les aspects climatiques, donc ça c'est quand même un bon point. Le deuxième qui est assez intéressant aussi, c'est que globalement entre le scénario IS2 et IS3, on n'a pas tant de différence que ça. Ça vient notamment du fait qu'on utilise dans ce scénario IS3 beaucoup plus de d'e-fuel. Et dans le cadre de cette modélisation, en fait, on se retrouvait avec des impacts e-fuel qui n'étaient pas forcément beaucoup moins importants que ceux des e-fuel, au contraire même. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Oui, ce qu'on a fait aussi, ce que vous pouvez voir ici dans le cadre IS2, résidus et product, on a comparé deux types de biocarburants. Des biocarburants dans lesquels on utilisait des résidus et des biocarburants dans lesquels on faisait des cultures dédiées. Et là, on peut voir que l'impact de l'utilisation des terres est beaucoup plus importante. Donc ça, c'est un point important à garder en tête. Et puis, une dernière anecdote, je pense, qui est assez intéressante aussi, c'est finalement pour la consommation de ressources naturelles, la partie consommation de ressources métalliques, elle est assez négligeable. Ce qui compte, c'est vraiment la partie matériaux qui sont utilisés. Pardon, on le verra mieux sur le graphe précédent. Je me suis trompé. On le verra mieux ici, voilà. Donc ici, quand vous regardez la contribution à la consommation de ressources minérales, finalement, votre partie production des avions, qui est ici, en fait, on la voit quasiment pas. Elle est relativement négligeable. La plupart de la consommation des ressources matérielles, donc métalliques et minérales pour l'aviation, elle est due à la production des usines qu'on fait pour produire l'énergie pour l'aviation. Donc ça, c'est quand même un résultat que je trouve assez intéressant. Et puis pour terminer, ce que je vous propose en termes de dernières applications, c'est d'aller plutôt sur des applications, on va dire, économiques. Donc globalement, c'est des travaux qu'on a fait en partenariat avec TBS, notamment dans le cadre d'une thèse. Donc initialement, Aeromap s'était construit sur les aspects énergie-climat. Et ce qu'on a voulu faire, c'est de pouvoir intégrer des aspects plutôt économiques. Donc notamment des aspects coûts pour commencer. Donc initialement, le coût, il était vu que comme une observation. Si on regardait par exemple notre scénario, il va générer une augmentation du direct operating cost de X%. Ce qu'on a voulu faire dans la fin des travaux de thèse du doctorat, c'est d'aller plutôt sur un design de scénario qui est centré sur le coût. C'est-à-dire faire le choix du scénario le plus efficace d'un point de vue coût. Donc pour ça, il y a deux approches qui sont de façon générale utilisées dans la littérature académique. C'est des approches qu'on dit coût-bénéfice, dans laquelle on va par exemple comparer les coûts des dommages et les coûts de la mitigation, et on va choisir le scénario le moins cher. Ça pose globalement de nombreuses questions sur comment on quantifie les dommages, comment on fait les arbitrations intergénérationnelles, comment on fait aussi la déclinaison au niveau sectoriel, parce que c'est plutôt des choses qu'on fait au niveau global. Et donc, dans ce qu'on veut faire pour l'aviation, c'est pas forcément adapté. Et donc, la deuxième approche, c'est plutôt celle sur laquelle on s'est penché, c'est plutôt des approches qu'on dit coût-efficacité, dans laquelle finalement on va fixer un objectif climatique, par exemple un budget carbone, et on va chercher la façon la moins chère pour réussir à atteindre cet objectif. Et donc, on a plutôt utilisé cette approche-là dans Aeromaps et on a travaillé sur deux types de méthodologies. Donc, une première méthodologie qui est plutôt orientée pour, on va dire, le policymakers, donc qui est plus simplifiée, qui permet d'avoir des chiffres globaux globalement. Donc, celle-là, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va comparer les coûts de la transition avec les coûts de chacune des techniques de décarbonation avec ses émissions. Et c'est directement l'utilisateur qui va faire l'optimiseur, pardon. Donc ça, je vais vous présenter dans la slide suivante. Et puis la deuxième technique, qui est beaucoup plus ingénieure, c'est directement de faire une optimisation. On met une contrainte sur les aspects climatiques, on met un objectif de minimiser les coûts, et puis on lance une optimisation. Donc ça nous permet ensuite d'essayer de trouver le chemin qui nous permet d'avoir le scénario qui respecte notre objectif climatique le moins cher. Donc pour la première approche, globalement, ce qu'on utilise, c'est les métriques qu'on appelle les coûts d'abattement. Donc un coût d'abattement, c'est on fait le différentiel entre le gain d'émission qu'a pu nous permettre notre métrique, donc ça c'est ce qu'on met au dénominateur, et la différence de coût que génère notre levier. Donc parfois on peut avoir des métriques qui vont permettre d'avoir des gains de coût. Par exemple, si vous mettez en place une architecture plus efficace, elle vous permet de consommer moins de carburant et d'être moins cher. Et inversement, il y a certaines choses, comme par exemple mettre des carburants bas carbone qui sont plus chers, ça va générer un surcoût. Et donc ce qu'on peut faire avec ce type de métrique, c'est de comparer différents projets. Et donc, typiquement, c'est quelles mesures de mitigation qui sont les moins chères et de se comparer à des valeurs de référence du carbone. Et donc, pour ça, ce qu'on fait généralement, c'est qu'on met toutes ces métriques sur un même graphe. C'est ce que vous pouvez voir ici. Donc, c'est ce qu'on appelle des courbes de coûts d'abattement marginaux que vous avez
sur l'axe des X, c'est le gain qui est permis par chacune des technologies. Donc là, par exemple, vous avez les électrocarburants dans ce scénario. Et ce que vous avez sur l'axe des ordonnées, c'est le coût d'abattement de chacune des technologies. Et généralement, ce qu'on fait, c'est qu'on les classe de la moins chère à la plus chère. Et ça vous permet de dire, même s'il y a plein de limites dans l'application des Mac, mais globalement, c'est si je veux atteindre au minimum, par exemple, 200 mégatonnes de CO2 abattu, il faut que j'active jusqu'à cette option, par exemple, pour atteindre cet objectif-là. Ça a plein de limites, mais c'est des outils qui sont assez intéressants. Et ce qu'on peut faire quand on va plus loin, c'est qu'on peut même se comparer à des valeurs de carbone de référence, par exemple des valeurs qui sont données à l'échelle européenne ou à l'échelle française, pour voir si des options vont se mettre en place. Et typiquement, si dans le futur, on met en place, je sais pas, par exemple, des taxes carbone qui s'alignent sur ces valeurs de référence de carbone, on va pouvoir savoir si notre électrofuel, par exemple, il devient pertinent et désirable d'un point de vue valeur sociale du carbone par rapport à notre kérosène fossile. La deuxième technique, c'est plutôt de faire de l'optimisation. Et donc, typiquement, le cas d'étude que je vais vous présenter, c'est ce qu'on avait fait pour TSAS. Donc, en fait, on s'est rendu compte que le scénario IS2, il consommait beaucoup de biomasse. Il consommait 25% de la biomasse mondiale qu'il y avait dans le scénario net zéro de l'IEA. Et donc, ce qu'on s'est dit, c'est qu'on allait essayer de refaire le même scénario, mais cette fois-ci, on allait essayer de mettre une contrainte un peu plus forte sur la biomasse. Donc, par exemple, dans le cas qu'on va faire, c'est qu'on avait limité la biomasse à 15% pour l'aviation. Et on allait considérer le même objectif climatique, et ce on allait essayer de faire, c'était de minimiser le coût. Donc, finalement, ça revient à avoir un problème d'optimisation qui ressemble à ça. Pour les personnes qui sont familières avec la conception avion, on peut représenter ces problèmes d'optimisation de cette façon-là. On va voir les différentes disciplines qu'on utilise, nos différentes contraintes qui remontent et notre objectif. Et puis on va faire tourner un optimiseur qui nous permet d'optimiser ce qu'on veut optimiser. Et donc dans ce cas-là, ce qu'on a considéré, c'était les mandats d'incorporation de carburants alternatifs tous les 5 ans. Et puis pour terminer, en termes de contraintes, en plus des contraintes de ressources énergétiques et de budget carbone, on a aussi des contraintes sur la mise en place de carburants. Donc, typiquement les filières, on ne peut pas d'un coup, une année 1 où on n'a pas du tout de carburant, en année 2, avoir une quantité énorme de carburant. On a des contraintes sur ces aspects-là. Et donc, vous pouvez obtenir ce type de résultat. Donc là, ce que vous avez en trait plein, ici, c'était les blending mandates qui étaient, pardon, en pointillé, c'était les blending mandates qui étaient proposés dans le cadre du scénario qui avait été proposé, donc le scénario IS2. Et ce que vous avez en trait plein, c'est les résultats que nous, on a obtenus quand on contraint la biomasse. Et donc finalement, ce qu'on se rend compte, c'est que l'optimiseur, il cherche à mettre d'abord plus de biofuel. Il essaie d'en mettre le plus tôt possible, de façon en fait à essayer de respecter au maximum la contrainte de ramp-up. On essaie d'être au maximum de ce qu'on peut produire. Par contre, ensuite, au bout à peu près des années 2040-2045, on atteint la disponibilité en ressources de la biomasse. Donc là, finalement, on se retrouve avec une saturation. Et pour compenser, pour quand même respecter l'objectif climatique, l'optimiseur, ce qu'il va faire, c'est qu'il va chercher à augmenter fortement à la fin la quantité d'électrocarburants qu'on va produire. Donc ça, c'est les types d'analyses qu'on a pu réaliser. Pour information, mais je ne rentre pas dans le détail, on avait fait ces mêmes travaux pour challenger les mandats d'incorporation REFuelEU à l'échelle européenne. Donc, on avait considéré différents objectifs climatiques, différentes contraintes de biomasse, euh, et donc on avait pu se comparer à REFuelEU. Donc, ça me permet d'arriver rapidement, avant la conclusion, aux différents travaux et aux travaux qui sont en cours actuellement. Donc, globalement, on travaille sur différents aspects. Donc, on travaille sur les leviers de décarbonation. Donc, on essaie notamment d'introduire des nouveaux modèles pour le renouvellement de flotte. Je vais vous le montrer sur la slide qui suit. On va aussi lancer une thèse avec TU Delft sur les aspects évitement de traînées de condensation. Ensuite, sur les aspects plutôt évaluation des impacts environnementaux, on cherche à intégrer de nouveaux modèles climatiques. Nous, on va plutôt faire du benchmark de modèles, donc intégrer différents modèles et les comparer. On ne cherche pas à développer des modèles. Ça, c'est plutôt des climatologues qui font ces travaux-là. On travaille aussi sur les aspects analyse de cycle de vie et limites planétaires. Ensuite, sur la partie de demande, donc on travaille sur le développement de nouveaux modèles, à la fois à l'échelle globale et à l'échelle route, qui peuvent être basés sur différents types d'indicateurs, tels que des indicateurs socio-économiques, par exemple. Il y a une thèse qui est aussi en cours actuellement sur la mise en place de mesures de sobriété pour le secteur aérien. Par exemple, quel serait l'impact concret de quotas sur les émissions du secteur, en prenant en compte le fait que si l'utilisateur, l'usager, il ne va pas utiliser cet avion-là, par exemple, pour reprendre son vol, il va l'utiliser d'une autre façon, soit pour se déplacer, soit pour consommer autre chose. Et puis après, de façon générale, aussi, on va poursuivre les travaux sur les aspects coûts,
Et puis, on va poursuivre les travaux pour améliorer les capacités d'Aeromaps en tant que tel. Donc, typiquement, on est en train de rendre beaucoup plus générique l'utilisation d'outils pour intégrer de nouvelles filières de carburant ou de nouveaux avions. On développe les capacités d'optimisation et de couplage, et on veut aussi intégrer des capacités d'analyse de sensibilité et d'incertitude pour justement pouvoir évaluer derrière les incertitudes fortes, notamment des modèles climatiques pour l'aviation. Et puis pour information, on est aussi en train de développer un nouvel outil, pour l'instant qui s'appelle Aerometrics, dans lequel on serait amené à pouvoir faire des calculs automatiques pour les utilisateurs de métriques environnementales et notamment de métriques climatiques, qui peuvent être utilisées derrière pour des concepteurs avions pour faire des optimisations de design ou pour faire derrière des mécanismes de pricing pour par exemple du non-CO2. Et donc deux focus rapides sur des travaux qui sont en cours, et donc notamment le premier, le dernier, je vais le passer pour garder plus de temps pour les questions. Mais le premier, c'est sur la partie renouvellement de flotte, puisqu'on n'en a pas trop parlé dans le cadre de cette présentation. Donc, l'idée des nouveaux modèles qu'on développe dans le cadre d'une thèse, c'est de pouvoir avoir différents types d'entrées, comme on fait actuellement, donc des entrées sur les caractéristiques avions, sur la façon dont on produit nos avions, les contraintes de flotte. Et puis cette fois-ci, plutôt que d'utiliser des modèles assez simples, des fonctions logistiques pour voir l'intégration petit à petit au cours du temps de nouveaux modèles d'avions, en fait, on veut intégrer trois différents piliers qui vont permettre de pouvoir représenter l'évolution de la flotte d'avions. Donc le premier, c'est à la fois la production et le retrait des avions. Donc le retrait des avions, il est notamment assez hétérogène à l'échelle de la flotte. C'est quelque chose qui est intéressant à prendre en compte. Ensuite, on a des aspects qui concernent l'allocation aircraft route. Donc quels avions sont mis sur quelle route. Et ça, c'est assez intéressant si on veut considérer des architectures un peu différentes au niveau des télars. Par exemple, comme des avions type A321 XLR. Et ça, je vais vous l'illustrer juste après sur la droite. Et puis le dernier aspect, c'est co- quels sont les avions qui sont utilisés. Globalement, si j'ai un avion, est-ce que je l'utilise tout le temps? Est-ce que je priorise un avion récent par rapport à un avion ancien? Et donc ça, c'est des questions qui sont aussi importantes pour pouvoir évaluer derrière les caractéristiques de la flotte en termes d'avions qui sont utilisés, d'avions qui sont retirés, de productivité des avions, et pour pouvoir à terme calculer la consommation énergétique de la flotte de façon plus précise. Et donc typiquement, pour illustrer la partie allocation aircraft route, on est capable de produire ce type de résultat. Donc là, ce que vous voyez, c'est au cours du temps. Donc l'image va revenir à zéro petit à petit. Mais ce que vous avez, c'est sur l'axe des abscisses, la distance de la route. Donc ça a été fait sur des données américaines. Sur l'axe des ordonnées, vous avez la capacité de la route. Est-ce que c'est une route qui est beaucoup empruntée ou pas? Et puis vous avez les différents avions qui sont aujourd'hui utilisés. Vous avez la distribution du trafic, à la fois selon la distance et selon la capacité. Et ce qui est intéressant, c'est on est capable d'intégrer de nouveaux avions. Donc là, j'attends que la simulation se remette à zéro pour voir l'effet. Mais donc voilà, là par exemple, ce qu'on introduit ici en vert, c'est l'A321 XLR. Il a des caractéristiques assez différentes. Et on voit qu'il va globalement pousser certains avions sur d'autres aspects. Et donc là, pareil, un deuxième exemple, vous avez en 2035 un gros porteur, mais dimensionné sur les short range qui va arriver. Et on va pouvoir voir au fur et à mesure l'évolution des caractéristiques d'utilisation des autres avions et de notre nouvel avion et de voir la quantité d'ASK générée par les différents types d'avions. Donc ça, c'est les travaux qui sont en cours actuellement. Donc je passe ça et j'arrive à ma conclusion. Donc globalement, Aeromap, c'est un projet qui nous permet d'explorer la transition du secteur aérien en développant une famille d'outils. On fait de la recherche académique. Donc globalement, on est sur des outils open source, il y aura des aspects assez modulaires et on essaie de collaborer avec différents types d'acteurs, qu'ils soient académiques, industriels ou institutionnels. Et puis de façon plus globale, l'objectif, c'est d'essayer de pouvoir aider le décideur, qu'il soit politique, qu'il soit institutionnel, qu'il soit industriel, à faire les bons choix. Donc actuellement, on a deux outils. Donc Aeromap, c'est l'outil principal. Aéroscope qui permet de régionaliser les analyses. Et Aérométrique qui devrait sortir dans l'année pour pouvoir calculer des métriques spécifiques pour l'aviation. Et puis en termes de roadmap, donc à court terme, ce qu'on cherche à faire, c'est forcément d'intégrer les différents modèles qui sont en cours de développement via nos différents travaux de doctorants, de doctorantes et de postdoctorants. À moyen terme, l'idée, c'est de pouvoir intégrer les travaux, notamment sur la partie demande et limite planétaire, et de pouvoir développer de nouvelles capacités pour pouvoir faire directement des analyses d'incertitude, par exemple. Et puis, à plus long terme, ce qu'on aimerait faire pour nous, c'est qu'Aeromap soit une sorte de modèle d'évaluation intégré du secteur, dans laquelle un utilisateur va pouvoir venir tester un scénario, un futur possible pour l'aviation, en termes d'évolution sociétale, d'évolution technologique, d'évolution plutôt environnementale aussi.
et pour pouvoir évaluer ces scénarios à l'aune de différents indicateurs, des indicateurs technologiques, des indicateurs environnementaux, des indicateurs aussi sociologiques et économiques sur l'usage de l'aviation. Voilà pour ma présentation. J'ai été un petit peu long, mais je peux déborder un petit peu pour les questions si besoin derrière. Merci Thomas. On a eu quelques questions dans le chat que je vais te relayer, mais ceux qui ont écrit les questions, si vous voulez prendre le micro, c'est tout à fait possible aussi. Alors, je lis la question de Laurent, la dernière. Auriez-vous un outil de calcul de la première altitude de fabrication de traînées de condensation en fonction des éléments ou données de vol? Alors là, dans les outils connus, globalement, il y a COSIP, PyContrace, qui est un outil open source qui permet globalement d'avoir des informations sur ça. Il y a aussi normalement des modèles un peu plus simplifiés qui permettent de faire des premières analyses, mais généralement, merci David pour le lien. Généralement, on estime que par exemple, la limite de formation, elle est plutôt un peu au-dessus de l'altitude des turboprops. Par exemple, un turboprop autour de 25 000 pieds, il va pas former beaucoup de traînées de condensation généralement. Et généralement, ce qu'on retrouve, c'est plus on a une altitude qui est élevée, plus on peut avoir des traînées de condensation qui vont se former et qui vont persister. Laurent, vous voulez intervenir? Oui, bonjour à tous. Vous m'entendez? Oui. Oui. Bon, parfait. J'interviens, enfin, je trouve ça passionnant. Et donc, la seule chose, je suis un utilisateur d'avion, c'est-à-dire que je suis pilote de ligne. Et donc, la seule chose dans tous les paramètres que vous avez annoncés sur lesquels on pourrait agir, bah, personnellement, ça pourrait être la traînée de condensation, d'où ma question. Et c'est vrai que dans mon quotidien, bah, on est incapable de savoir déjà si on en fait une parce qu'elle est derrière nous. Et donc, bah, j'aurais bien aimé pouvoir avoir ce calcul et ou d'avoir le choix ou pas de faire de la traînée de condensation en fonction des autres paramètres. Et c'est pour ça que j'aurais souhaité savoir si vous aviez déjà, comme ça a l'air très important dans votre rapport. Mais c'est une très bonne question et aujourd'hui, la recherche académique, elle se tourne de plus en plus vers cette question et notamment Ouais. toutes les stratégies d'évitement de traînées de condensation. Il y a plein de papiers qui émergent ces derniers mois. Globalement, les premières choses qu'on a, c'est les premiers résultats tendent à dire que c'est intéressant d'un point de vue climatique. Parce que finalement, la surconsommation, notamment quand on fait juste de la partie déviation d'altitude, elle est assez limitée. En plus, c'est sur un nombre de vols qui est relativement limité. Le gros challenge qu'on a finalement, c'est sur notre capacité à pouvoir prédire la formation et surtout la persistance des traînées de condensation. Ça va notamment dépendre des données météo. Et on doit être capable, si on veut pouvoir appliquer ces stratégies de façon efficace, de pouvoir détecter ces zones-là. Donc, c'est des zones qu'on appelle ISSR pour High Supersaturated Regions. Et il y a beaucoup de questions qui se posent du coup sur l'incertitude de ces données météo. Et donc, le gros levier, ça sera d'avoir des informations sur ça pour le pilote. Et puis après, derrière, il y a un élément qui est quand même important, mais c'est plus ça, au niveau policymakers. C'est que même si la traînée de condensation, elle nécessite une petite surconsommation, pour optimiser le vol d'un point de vue coût, par exemple, on n'aura pas forcément un alignement si on évite la traînée de condensation. Et donc se pose la question de pouvoir éventuellement mettre un coût aussi sur les contrails pour pouvoir inciter les compagnies à éviter la formation de traînées de condensation persistantes. Merci pour votre réponse. Je me permets d'attirer votre attention sur le fait que bah, de réduire de 1000 pieds, ne serait-ce qu'une altitude, ça a une surconsommation quand même de 3%. Donc, bah, s'il faut descendre de 4000 pieds, 4 fois 3, 12%. Donc, c'est pas si petit que ça. Et c'est un élément économique qui est très important pour une compagnie aérienne. Tout à fait. On avait aussi des questions de Oui, Guy de auxquelles Guy, oui. David a répondu avec un lien, donc merci David. Juste une deuxième question de Guy, c'était est-ce qu'Aeromaps a des concurrents? Alors, Aeromaps a des concurrents, ça c'est sûr. Alors, en fait, Aeromaps, il est un peu double. Il y a la partie interface graphique, qui est celle avec les petits curseurs. Celle qu'on a développée avec Soprasteria, celle-là, elle a un concurrent qui est assez connu qui s'appelle Cascade, qui est développé par Boeing. Et puis, il y a aussi Flying Green au niveau européen, qui est développé par Eurocontrol, qui cherche à faire la même chose. Après, est-ce qu'on est des concurrents? Alors, avec Boeing, plutôt. Avec Flying Green, on est plutôt en collaboration, puisqu'on discute très régulièrement. Et l'idée, c'est d'ailleurs d'essayer de travailler conjointement sur le développement des modèles, par exemple.
Après, sur la partie vraiment outils tel quel, donc vraiment le cœur de la machine, on va dire, euh, pareil, on a des concurrents, mais l'idée, par exemple, sur les modèles climatiques, on essaie plutôt de réutiliser des choses qui existent. On ne veut pas réinventer la roue, on n'est pas climatologue. Il y a le DLR qui travaille sur des modèles climatiques, on veut les réutiliser. C'est pour ça qu'on essaie de développer quelque chose de modulaire. C'est sur certains modèles, on va être meilleur que d'autres. Sur d'autres, c'est l'inverse. Et l'idée pour nous, c'est surtout d'avoir quelque chose qui permet de facilement intégrer différents types de modèles, de pouvoir les comparer et de pouvoir permettre à un utilisateur d'adapter son cas d'étude à ses spécificités. Et puis, plus globalement, il y a quand même un modèle qui est assez connu qui s'appelle AIM 2015, qui est développé par des Anglais, qui ont été précurseurs sur ces aspects-là, mais qui était initialement pas trop orienté impact environnementaux, mais qui était plutôt centré sur fleet et demand forecast, qui a été pas mal développé et qui est pas mal utilisé aussi dans certains rapports. Et puis, je crois que de mémoire que le DLR est aussi en train de développer des outils équivalents, mais après, on est en contact parce qu'au niveau européen, c'est pas un problème qu'il y ait différents outils qui soient développés en parallèle. C'est toujours intéressant d'avoir des méthodologies qui puissent être comparées, en fait. Le problème, ça serait si tout le monde refaisait exactement la même chose et qu'il n'y avait pas du tout de discussion et de synergie. Et puis pour la première question de Guy, oui, c'est possible d'utiliser Aeromaps. Donc l'interface graphique, elle est relativement simple à utiliser. Le problème, c'est qu'on va être vite limité dans les analyses qu'on peut faire. En fait, globalement, on peut regarder que quelques indicateurs. Si vraiment on veut reproduire des résultats comme ceux que j'ai montrés dans la présentation, là, il faut utiliser des notebooks Jupyter. C'est pas forcément dur à utiliser. On a plein de tutoriels qui sont présents sur l'outil. C'est juste que ça nécessite d'installer des environnements virtuels. Après, pour information, quand on va sur la page GitHub, il y a un petit lien qui s'appelle Binder, qui permet de directement installer les applications et tous les environnements directement en ligne. Et ça fait que l'utilisateur, ensuite, il a juste à faire tourner des notebooks sans faire d'installation. Et donc, en fait, c'est relativement simple à utiliser. Et puis, il y a plein de tutoriels pour accompagner l'utilisation normalement. Et puis, de toute façon, il y a une V1 officielle qui devrait sortir à la fin du premier semestre, parce que ça fait 2 ans qu'on reste en version bêta, parce que on est en train de voir un peu toutes les spécifications dont on a besoin pour les différents modèles. Et quand on aura une V1 définitive, ça devrait être beaucoup plus complet sur la partie GUI d'utilisateur aussi. Ok, merci Thomas. On a un petit message de... Alors, il n'y a pas le prénom, mais merci pour les explications, bien compris, même pour les non-experts. Donc, c'est super. Est-ce que quelqu'un veut prendre la parole avec le micro directement? Philippe, Joël, Serge qui êtes connectés, Michel, Marie-Pierre, n'hésitez pas, ouvrez vos micros. Ah, mais ici, Guy, là, moi, j'avais une question complémentaire à ma question là, sur les différents systèmes concurrents, puisqu'en fait, j'ai noté qu'il y avait quand même pas mal de développement au niveau européen. Est-ce qu'il ne serait pas judicieux de faire quelque chose justement au niveau européen plutôt que d'avoir quatre ou cinq systèmes qui tournent de manière indépendante? C'est, c'est la raison pourquoi je suis dans un hôtel actuellement, c'est qu'il y a des discussions au niveau européen pour essayer de converger globalement sur ces approches, notamment autour de Clean Aviation, par exemple. Donc il y a quand même l'idée de, au moins de pouvoir avoir des synergies sur les développements et pouvoir comparer. Encore une fois, avoir plusieurs outils, c'est pas forcément un problème. Quand on regarde la communauté climat, par exemple, ils ont l'habitude de développer différents modèles et de beaucoup les comparer. C'est même utile pour leur communauté Hmm. d'avoir différents types de modélisation, que ce soit pour les modèles climat, mais aussi plus largement pour les modèles d'évaluation Hmm. intégrés. Donc Oui, c'est pas un souci, ce qui c'est compte juste peut-être, d'avoir c'est plus d'être en collaboration qu'en concurrence, quoi. c'est ça, c'est d'avoir au moins des entrées-sorties assez standardisées qui correspondent, de comprendre où sont les forces et les faiblesses des différents modèles. Parce que chaque modèle va avoir ses forces et faiblesses. Il y a certains modèles qui vont être très longs à tourner. Hmm. Donc si on veut faire rapidement de l'évaluation de certaines stratégies, c'est pas forcément le plus efficace. Par contre, si j'ai choisi une stratégie et que je veux aller beaucoup plus loin et analyser beaucoup plus finement, par exemple l'effet des SAF sur les contrails, c'est pas Aeromaps tel quel et les modèles qu'il y a actuellement qui vont être pertinents. Par contre, si je veux rapidement savoir si c'est plutôt pertinent de faire de la contrails avoidance ou de mettre des SAF, les outils qu'il y a actuellement d'Aeromaps suffisent amplement. Donc Hmm. voilà, c'est des synergies qu'il faut trouver au niveau européen. Et je pense que ça en prend globalement la direction quand même. Ok, merci.
Marie-Pierre a levé la main. Marie-Pierre. Ouais, moi j'avais une question. Je voulais savoir si les motorisations des avions étaient prises en compte. C'est-à-dire que quand vous comparez un 321 avec un Pratt& Whitney et un 321 avec un Rolls-Royce, est-ce que votre modèle prend en compte ces différences? Alors, notre modèle sur la partie perfo, j'ai envie de dire, on peut dire qu'il est inexistant d'une certaine façon, parce qu'en fait, c'est l'utilisateur qui rentre les nouveaux avions. Donc, c'est lui qui va rentrer les performances en termes de conso, en termes de particules, en termes de NOx émis, par exemple. Sur la partie, par contre, flotte actuelle, on a calibré à partir d'avions, on va dire à partir de deux générations d'avions, donc plutôt des générations type Neo et des générations type CO. Et donc, on a cet effet-là qui est visible. Après, dans les modèles qu'on représente, en effet, on n'a pas besoin pour l'instant de faire tourner des modèles de performance spécifiques, mais rien n'empêche par contre un utilisateur, s'il le souhaite, de rentrer par exemple trois avions différents avec trois motorisations différentes qui proviennent de trois fournisseurs, de trois motoristes différents qui envisagent des perfos un petit peu différentes. Ça, c'est possible. Mais après, nous, par défaut, de toute façon, quand on veut avoir des gros résultats assez globaux, pour avoir des ordres de grandeur sur les gains et sur les stratégies les plus efficaces, on n'a pas forcément besoin de rentrer à ce niveau-là de détail. Mais ça, c'est tout l'intérêt d'Aeromap, c'est que finalement, un utilisateur pourrait faire une étude très spécialisée sur, euh, sur la comparaison de deux architectures avec deux moteurs différents. Ça serait quelque chose de possible. Merci. Ok. On a eu une remarque de Philippe dans le chat. Philippe, vous voulez ouvrir votre micro? Non. Alors, j'ai eu la question. Il parlait de son mémoire. Excusez-moi, Ouais, c'était le tu temps de peux. trouver la manip pour Ah voilà, ça y est. bonsoir à toutes et tous. Oui, c'est Bonsoir. vrai que dans notre mémoire UTA, on avait fait un chapitre sur les coûts associés à la mise en œuvre des scénarios LTAG. Et c'est vrai que bon, c'était difficile vraiment à appréhender. On avait de très grandes marges d'erreur et finalement assez peu de données. Donc, je vois avec, enfin, je suis vos travaux avec beaucoup d'attention parce qu'effectivement, ça serait intéressant de remettre ce sujet sur le tapis et d'affiner les calculs. C'est une très bonne remarque parce que typiquement, le doctorant qui a travaillé sur la partie coût, moi je travaillais plutôt sur la partie climat directement, mais sur la partie coût, les Ouais, données, c'était pas si facile à avoir. Il y avait que du c'est ça. CAPEX de mémoire, il n'y avait pas d'OPEX. Sur les carburants, il n'y avait pas beaucoup d'informations sur les coûts de l'électricité, des choses comme ça. Et typiquement, autant la partie coût lié à l'énergie, donc juste lié à l'efficacité des avions, on a réussi à très bien les reproduire. Autant la partie vraiment coût lié à l'énergie, on a des différences qui pouvaient être assez importantes entre ce qu'on modélisait et ce que eux modélisaient. Mais bon, après, c'est l'intérêt de ce qu'on essaie de développer, c'est libre à chacun de rentrer les hypothèses. L'intérêt, au moins, c'est que quand on génère le scénario avec Aeromaps, toutes les entrées et toutes les sorties qui ont été générées sont disponibles directement. Donc, ça permet au moins d'avoir une transparence sur les hypothèses qui ont été utilisées. Bon, en tout cas, on aurait adoré avoir de tels outils à ce moment-là. Mais bon, en tout cas, ça sera intéressant de le voir arriver. Donc, apparemment, en open source, est mis à disposition. Si c'est bien ce que j'ai compris. C'est open source, il y a un GitHub et tout est disponible. Alors, des fois, il y a une petite latence entre ce que les premiers papiers qu'on publie et ce qui est mis en ligne, mais Ouais. voilà, ouais. Et je vois une question d'ailleurs, le PPT, il n'y aura pas de problème pour le diffuser, juste sous format Bon, PDF. en tout cas, bravo, bravo. C'est vraiment très, très intéressant et vraiment, j'apprécie l'esprit méthodologique que vous avez mis en place. Merci. On a une petite intervention de Serge. Pas de questions, mais belle présentation, intéressant outil. J'espère que ces outils permettront de fournir des stratégies de décarbonation dans le futur. Merci Serge pour la remarque. Euh, Merci, on l'espère aussi, qu'ils serviront. Est-ce que quelqu'un d'autre a une question? Nous avons encore une ou deux questions à prendre et puis après, nous allons clôturer ce webinaire. Alors, n'hésitez pas à ouvrir vos micros. Oui, alors David Elmalem, bonjour. Merci Thomas pour la présentation, très clair.
On en avait déjà discuté il y a un moment, mais est-ce que vous allez travailler sur l'impact sur la demande et du coup la boucle de rétroaction que ça peut avoir sur la trajectoire? C'est-à-dire l'évolution du prix du billet et forcément l'impact que ça pourrait avoir sur la demande. Alors, ben, dans le cadre de la thèse d'Antoine Salgas, que tu connais, Mhm. euh, à la fin de sa thèse, on a fait ça justement. Euh, alors, dans les faits, ce qu'on avait fait, c'est justement, on avait comparé une optimisation dans laquelle on avait fait de la demande fixée et une autre dans laquelle on avait rendu la demande isolastique. Ça changeait pas trop nos résultats d'optimisation. Par contre, ça changeait en effet la demande, ce qui est prévisible, hein. Après, pour l'instant, le gros problème qu'on a sur l'élasticité, c'est que globalement, il y a à peu près une source que tout le monde utilise, celle de IATA, qui vient de travaux canadiens ou je sais plus quoi, si je me trompe, il y a quelques années. C'est pas forcément adapté à de la modification potentiellement importante du prix du billet. Mais faute de mieux, tout le monde utilise ça. Euh, Globalement, on a réussi à le faire boucler, mais c'est pas si évident. On devrait réussir à le publier d'ici la fin de l'année sur Aeromaps directement. Et l'utilisateur, il pourra avoir directement le couplage qui se fera naturellement. C'est juste que Ok, pour l'instant, le couplage est un peu capricieux, on va dire, et qu'il faut un petit peu jouer avec l'optimiseur ou le solver pour mhm. réussir la convergence. Mais sinon, on est capable de le faire aujourd'hui. Excellent, merci. Une dernière question peut-être. Bon, c'est Guy Marguet, je me lance. Alors, je ne sais pas si je suis hors sujet, il faudra me le dire. Alors d'abord, merci pour toutes les explications. Mais au niveau de l'usager d'Aeromaps, il faut qu'il soit conscient, selon moi, que nous évoluons dans un monde VUCA, vulnérable, incertain, complexe, ambigu. Ce qui fait que, à un moment, j'ai vu passer, oui, on est cost-centered. Oui, ok, on est souvent cost-centered, mais on doit aussi être risk-centered. C'est-à-dire que si, par exemple, Airbus ne trouve plus d'aluminium pour construire ses avions, because la guerre, because je sais pas quoi, eh ben, ça va changer les données à la fin de la modélisation. Il ne faut pas oublier que je rêve d'hydrogène, donc la technologie est là en 2050, je préfère ci ou ça, mais il y a des risques. Est-ce que c'est complètement incertain à l'heure actuelle si la technologie pourra se développer à cette année-là, à quel coût, etc., etc. Donc il y a énormément de risques et ce sera, à mon sens, si j'ai bien compris la présentation, ce sera à l'utilisateur de faire des modélisations en fonction de ce qui pourra se passer dans les 20 prochaines années. Est-ce que c'est juste ce que je dis? C'est plutôt ça, c'est pas moi avec ma casquette d'académique que je Non, pense le mieux placé pour non. pouvoir évaluer les risques Voilà. d'un constructeur d'avion pour partir sur tel type de solution. Oui, voilà. Et de toute façon, c'est toute la problématique des scénarios de transition, enfin, des scénarios prospectifs, quand on les modélise, c'est très dépendant des entrées qu'on met. Oui, Le but, c'est de pouvoir, c'est pour ça que j'avais insisté au tout début de la présentation en disant quel futur avec un S possible pour l'aviation. C'est nous, on fait pas de prévision avec ces outils-là, on fait que de la prospective. tout à C'est-à-dire qu'on fait. va explorer des futurs. Mhm. Après, à chacun derrière de mettre des niveaux de risque associés, Oui. des indicateurs qui veulent prioriser. Mhm. Ça, c'est le rôle du politique et des industriels. Ouais. D'accord. Et si, par exemple, il y a des routes qui sont interdites, on ne peut plus survoler le Mexique, et ben voilà, faudra en tenir compte. Oui. D'accord, merci. Eh bien, merci Thomas pour cette présentation. Il y a des merci aussi, des remerciements dans le chat. Différents. Je te les laisse pour toi uniquement, je te les laisse lire. Merci en tout cas pour cette présentation. Elle sera en replay aussi sur la chaîne YouTube d'En Academy si vous avez raté le début ou si vous voulez la revoir d'ici quelques jours. Merci Thomas de nous accorder ce replay du coup. Et puis il me reste à vous souhaiter une bonne soirée à tous et à bientôt pour d'autres webinaires et d'autres événements.